Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence de presse sur Pangea, terre agricole. Je vais d'abord vous présenter les gens qui vont prendre la parole ce matin et puis après on va pouvoir passer à la période de questions. Dans l'ordre des prises de parole, on a M. Marcel Groslot, président général de l'Union des producteurs agricoles. Ensuite, on va avoir M. Charles-Félix Ross, qui est directeur général de l'Union des producteurs agricoles et qui a été très longtemps économiste en chef de l'UPA. On a Mme Michèle Lalancette, ensuite, qui va intervenir, présidente de la Fédération de la relève agricole du Québec. Et par la suite, M. Jean-Luc Laplante, un jeune agriculteur du Bas-Saint-Laurent qui s'est frotté récemment à la dite Pangea. Et M. Karel Méran, par la suite, qui est directeur pour le Québec et l'Atlantique de la Fondation David Suzuki. Chacun va faire une brève présentation et puis on va pouvoir passer par la suite aux questions-réponses. M. Groslot. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je remercie les jeunes de la relève agricole d'être présents ici ce matin, d'avoir fait quand même plusieurs kilomètres là, pour assister à cette conférence de presse-là sur le phénomène de l'accaparement des terres, parce que c'est de ça dont il s'agit. Et ce phénomène-là au Québec a pris une nouvelle dimension avec l'implication et les investissements maintenant de la Caisse de dépôt et du Fonds de solidarité de la FTQ qui ont décidé récemment d'investir dans Pangea et de donner ainsi à Pangea des moyens supplémentaires de continuer son accaparement des terres. On avait déjà traité du phénomène Pangea en commission parlementaire en 2015 et il y avait eu plusieurs témoignages déjà à cette époque-là de l'impact de l'investissement des fonds d'investissement sur le prix des terres dans les régions agricoles du Québec, la difficulté pour les producteurs agricoles de pouvoir compétitionner d'égal à égal contre des fonds d'investissement. On attendait à ce moment-là déjà du gouvernement certaines actions. On nous avait promis des actions, entre autres constituer un registre des propriétaires des terres agricoles au Québec, ce qu'on attend toujours. Je vais être court dans mes commentaires d'introduction, puisque j'aurai la chance de conclure la conférence de presse, mais l'impact et pas seulement sur les agriculteurs. L'impact, à terme, va être également sur les communautés rurales et agricoles. C'est des impacts de dévitalisation du milieu. Le modèle Pangea est un modèle d'agrégation de terres agricoles. Alors, on tasse des familles agricoles déjà présentes pour constituer des entreprises qui exploitent 1000 hectares. Donc, c'est pas un modèle qui va assurer la vitalité de nos communautés. Et c'est un modèle, en plus, et on va le démontrer ce matin, dont la rentabilité, d'un point de vue strictement agricole, est très questionnable. Alors, je vous remercie encore une fois d'être présent. Je remercie encore une fois la relève de s'être déplacée. Et je vais passer la parole aux autres intervenants pour ensuite revenir en conclusion. Merci beaucoup. M. Ross. Donc, bonjour. Ce que l'UPA a dénoncé principalement la semaine dernière, c'est l'investissement de deniers publics, donc de la Caisse de dépôt et du Fonds de solidarité qui bénéficient d'un certain régime fiscal au Québec dans les terres agricoles. Donc, c'est vraiment l'investissement public dans Pangea et dans les terres agricoles, dans un investissement que l'on juge non rentable et qui va concurrencer déloyalement les 28 000 producteurs agricoles, 28 000 entreprises là, qui tirent bien leur épingle du jeu sur le cours des 5 dernières années. Les profits, eux, les revenus nets générés par le secteur agricole n'ont pas augmenté au cours des 5 dernières années. Donc, ils sont relativement stables, environ 1 milliard de dollars par année qui est généré là, de toutes les recettes agricoles du Québec. Ça sert à rémunérer le travail des producteurs agricoles et à rembourser principalement leurs prêts. Donc, 1 milliard en moyenne par année, ça n'a presque pas augmenté, environ de 0,4 % au cours des 5 dernières années. En fait, ce qui a changé dans le portrait économique du secteur agricole québécois, c'est l'augmentation de la valeur du prix des terres, 158 % au cours des 5 dernières années, environ un rendement annualisé d'environ 20 %.
Donc, les terres agricoles, principal actif de production, ils ont doublé au cours des 5 dernières années. Et c'est ça qui intéresse le monde financier, les banques, la caisse de dépôt, pas l'activité agricole. En fait, c'est plus l'appréciation, la spéculation sur le prix des terres. En fait, le rendement économique en agriculture, les financiers appellent ça le return on equity, le retour sur les capitaux propres, c'est environ de 2 à 4 en agriculture. C'est une norme qui est presque internationale. C'est pas beaucoup, mais l'agriculture, c'est souvent un centre de coût, pas un centre de profit. L'argent sur les aliments, elle se fait au niveau de la transformation, elle se fait au niveau de la distribution, elle se fait par les vendeurs d'engrais, les fournisseurs d'intrants. Le rendement sur le capital investi en agriculture est relativement faible. Donc, lorsque la Caisse de dépôt, le Fonds de solidarité, puis d'autres intervenants souhaitent investir dans PNGA, qui ont des objectifs de rendement au-dessus de 8 %, c'est pas avec l'agriculture, sur une base économique, qu'ils vont atteindre ces objectifs de rendement-là, mais c'est sur la spéculation ou sur l'appréciation anticipée du prix des terres. Ici, c'est des chiffres, mais c'est un budget qui est tiré du Centre d'études de coûts de production. C'est un organisme qui relève de la financière agricole. Et ils suivent des entreprises qui sont performantes dans le secteur des céréales. PNGA, lui, il y a un seul et unique modèle. On produit des céréales sur 1000 hectares de terre dans les régions plus périphériques agricoles. Et le Centre d'études de coûts de production, il suit des entreprises qui sont performantes dans ce type de production-là. Et lorsqu'on regarde les revenus à l'hectare versus les charges de ces entreprises-là performantes, la marge à l'hectare générée par le revenu ou l'activité ou la production de céréales au Québec par les entreprises performantes, c'est 29 $ l'hectare. Et vous voyez là-dessus quand même, le principal revenu vient des marchés, mais il y a une partie également qui vient des programmes d'assurance. Mais avec les revenus de marché, avec les subventions, c'est 29 $ l'hectare. Et avec ce 29 $ l'hectare-là, les producteurs doivent rémunérer leur travail, rembourser leurs prêts, s'ils ont des investissements à faire, mais ils se servent de cet argent-là pour investir. Or, les calculs qu'on a faits à l'Union des producteurs agricoles, les gens de la Caisse de dépôt, lorsqu'ils nous ont expliqué le pourquoi ils investissaient dans PNGA, ils disaient qu'ils recherchaient des rendements sur leur investissement de 8 % par année. Nous, on a fait des calculs. Avec une marge de 29 $ l'hectare, c'est impossible pour ni la Caisse, ni le Fonds, ni PNGA de garantir ces rendements-là de 8 %. En fait, il faudrait que la ferme, une ferme performante en production de céréales, génère une marge 10 fois plus élevée pour garantir le 8 %. Donc, le modèle d'investissement de Caisse de dépôt, Fonds de solidarité, PNGA, est exclusivement, s'ils veulent atteindre leur objectif de 8 %, puis la Caisse de dépôt, c'est l'argent des Québécois et des Québécoises, et ils ont un objectif de faire fructifier cet argent-là, ils ont une obligation d'atteindre ces rendements-là, mais ce n'est pas du tout en faisant de l'agriculture qu'ils vont pouvoir atteindre cet objectif-là. C'est avec l'appréciation du prix des terres. Et s'ils veulent l'atteindre, on en a calculé, il faudrait que les terres augmentent de 5 fois, de 585 % en 25 ans, pour que cet objectif de rendement-là soit atteint. Et de la façon qu'ils souhaitent le faire, comme il n'y a pas de fondement économique, il n'y a pas à moins que les prix des céréales soient multipliés par 10, multipliés par 5, s'il n'y a pas de fondement économique, l'idée ou la stratégie de PNGA, c'est de créer une surenchère. Donc, on va acheter des terres au lac Saint-Jean, on va acheter des terres dans le Kamouraska, et on bide un petit peu plus haut que les agriculteurs. On fait monter le prix des terres, on crée une surenchère avec les producteurs existants. Parce qu'il y a un dynamisme agricole au Québec. Donc, moi, je suis un producteur, je veux prendre l'expansion, j'ai besoin de terres supplémentaires pour nourrir mes vaches, nourrir mes animaux. Bien, PNGA arrive, il bide sur une terre, mais je vais être porté à bider un petit peu plus cher. Donc, le modèle PNGA, c'est vraiment basé sur la spéculation. De quelle façon ils vont y arriver? C'est en concurrençant, en créant une surenchère avec les producteurs existants, avec les jeunes en particulier, puis c'est ça qui est inacceptable. Donc, la fin de l'histoire, on ne la connaîtra pas. Est-ce que PNGA va réussir à atteindre ce rendement-là? S'il l'atteint, ça va être au détriment des producteurs, des entreprises en place.
Et s'il ne l'atteint pas, ça va être au détriment des Québécois et des Québécoises qui vont avoir mis leur argent dans ce modèle-là, qui est un modèle spéculatif. En terminant, il y a des risques pour nos épargnes, l'épargne des Québécois et des Québécoises. Il y a des risques pour les entreprises agricoles existantes qui vont devoir concurrencer ce nouveau joueur-là. Mais il y a des risques également pour les gens ou les jeunes qui vont embarquer avec Pangea, parce que le modèle Pangea, lui, achète les terres agricoles, mais la société d'opération qu'il crée avec le jeune, elle ne détient pas les terres agricoles. Ce qu'il y a dans la société d'opération, c'est seulement les tracteurs, les équipements. Donc, Pangea investit dans les terres, dans l'actif, comme on voit, qui va s'apprécier ou qui devrait s'apprécier dans l'avenir. Mais la société d'opération dans laquelle le jeune est, puis qui va exploiter des terres, les seuls actifs qu'il y a à l'intérieur de ce modèle-là, ce sont les tracteurs, les équipements. Donc, moi, je vous demande ce matin, est-ce qu'on investit dans une terre ou on investit dans un tracteur? Le tracteur, il fait juste rentrer dans la cour puis il vient de perdre 15 %. Donc, il y a un risque dans 10-15 ans, si le modèle ou les objectifs ne sont pas atteints par Pangea, si ça ne va pas si bien que ça sur le marché des denrées agricoles, il y a même un risque pour que les jeunes qui vont avoir embarqué dans cette aventure-là, qu'on se retourne vers lui, mais on dit, ben là, il va falloir renouveler le tracteur, il va falloir renouveler le semoir, et ça va coûter de l'argent. As-tu de l'argent à réinjecter dans l'entreprise? Donc, il y a un risque également pour les gens qui embarquent dans ce modèle-là. Donc, moi, ça termine un peu ma présentation, mais tout ça pour dire que c'est d'un point de vue économique, ce modèle-là, ce modèle d'investissement-là ne tient pas la route. Peut-être une information que je n'ai pas dit, un jeune qui achète des terres au prix que Pangea les achète actuellement, mais lui, il doit générer, j'ai parlé du 356 $ l'hectare, mais lui, il doit générer au moins une marge de 300 $ l'hectare après impôt. Parce que le jeune, lui, il faut qu'il génère un revenu, il faut qu'il paye de l'impôt pour être capable d'acheter une terre et faire ses paiements, ses remboursements de capital. Tandis que l'argent que la Caisse de dépôt et que le Fonds de solidarité donne à Pangea, Pangea n'a pas besoin de donner un retour immédiatement sur le capital. Il n'y a pas besoin de rembourser. C'est une promesse de rendement basée sur la spéculation dans 20 ans. C'est ça la différence entre les deux modèles. Je vous remercie. Merci, M. Ross. Madame Lalancette. Ça fait déjà quelques années qu'on travaille sur ce dossier-là. On les a vus venir au Saguenay-Lac-Saint-Jean déjà il y a une couple d'années. Pour ceux-là qui ne savent pas, moi, je viens de cette région-là. Pangea, c'est mes voisins. On savait que ça allait devenir dangereux à un moment donné. On en a témoigné, comme Marcel le disait, à la Caperne l'an dernier, avec plusieurs exemples de jeunes qui ont eu les rêves brisés. Puis comme Charles-Félix vient nous le démontrer, en fait, Pangea arrive dans un territoire et brise les rêves des jeunes tel un éléphant blanc qui arrive dans un magasin de porcelaine déjà surchargé. Pour vous donner un exemple de rêves qui sont brisés, mais je vais tout de suite céder la parole à Jean-Luc Laplante, qui a vécu l'expérience dernièrement. Vous me pardonnez ma nervosité, en tout cas. Moi, dans le fond, on louait la terre de voisine. On avait une entente de 5 ans. On était à la 2e année de location. L'automne dernier, les vendeurs, les propriétaires ont décidé de mettre leur terre en vente. Pendant qu'on était dans les travaux au champ, Pangea sont arrivés dans le décor. Ils savaient qu'on était sur place puisqu'on cultivait déjà ces terres-là depuis 2 ans. Dans le fond, ils ont proposé aux vendeurs de refaire une offre sur leur terre, qui ferait une évaluation complète des bâtiments, du fond de terre, etc. Par après, les vendeurs m'ont dit qu'ils allaient attendre d'avoir l'offre de Pangea pour un peu fixer leur prix. Durant tout l'hiver, moi, j'ai demandé ça régulièrement aux vendeurs si Pangea avait fait une offre. Ils me disaient toujours d'une fois à l'autre que l'offre n'était pas encore arrivée. Rendu au printemps, moi, il fallait qu'on sache si on semait ou si on réorganisait les pensions qu'on avait des animaux autrement, parce qu'on mettait déjà nos animaux de remplacement dans la vacherie.
Puis dans le fond, ben, rendu au printemps, quand j'ai demandé aux propriétaires de me faire un prix, ils m'en ont fait un. Je les ai dit, donnez-moi une couple de jours, je vais en parler avec mon frère puis mon père parce qu'on est associés. Puis j'organise le financement. Puis finalement, ben, moi je suis retourné une couple de jours plus tard, dans le fond, mais sauf que cette journée-là, juste avant la caisse de dépôt et le fonds de solidarité avait annoncé qu'il allait appuyer Pangea. Fait que quand je suis allé la journée même, les propriétaires m'ont dit que Pangea avait pris rendez-vous pour le lundi matin. Fait que je les ai dit, ben, vous me tiendrez au courant de l'offre qu'ils vous font. Moi, je suis encore intéressé, surtout dans les prix que vous m'avez fait. Puis finalement, ben, quand je suis retourné le lundi, le propriétaire est venu me voir pour me dire que finalement, ben, ils ont pris entente avec Pangea. Pangea ont misé 25% plus cher sur le prix global des terres agricoles, les bâtiments agricoles avec la maison. Ils ont misé 25% plus cher que le prix qu'ils m'avaient demandé à moi. Fait que finalement, ben, moi, par après, bon, je me suis tendu à genoux, je repensais à ça, mais un peu sur le coup des émotions, j'ai décidé que j'allais renchérir un peu. Mais finalement, le prix que Pangea avait fait aux acheteurs était vraiment supérieur. Puis finalement, j'ai pas accoté leur offre parce que je trouvais que ça en était trop risqué de miser sur un actif qui se rentabilisait même pas en 20-25 ans. Là. Fait que j'ai décidé de la laisser aller pour pas me mettre en situation périlleuse non plus. Là. Parce que ces terres-là, c'est des terres de sable, c'est pas... c'est des bonnes terres à fourrage, sauf que c'est pas, on peut pas payer toutes les prêts de ça avec juste les revenus des petites céréales. Là. Pour rentabiliser un montant pareil, il faut absolument revendre la terre à profit, parce que sinon ça se rentabilise pas avec des petites céréales. Là. Dans notre région, vu qu'on fait pas du maïs, premièrement, le maïs grain n'est même pas assurable. Puis le soya, ben, on fait juste commencer à en faire. C'est vraiment plus de la petite céréale qui se fait. Fait que c'est ça, finalement, ben, les animaux de remplacement qu'on voulait mettre en pension dans cette vacherie-là, ben, on va se loger chez nous, puis on va s'organiser autrement. Là. On n'a pas les moyens de rivaliser avec Pangea dans ces ordres de grandeur-là. Là. Merci, M. Lapin. M. Mérette. Oui. Si vous voulez, j'aimerais intervenir pour remettre, si on veut, cette situation-là dans un contexte plus mondial. On assiste à un phénomène en ce moment à travers le monde de financiarisation des terres agricoles qui est nourri par le fait que les milieux financiers veulent aller chercher des rendements, puis ils voient que les terres agricoles vont prendre de la valeur dans le futur. Pourquoi? Parce que la population mondiale augmente et aussi parce qu'avec l'arrivée des changements climatiques, il y a beaucoup de régions dans le monde où ce ne sera plus possible de faire de l'agriculture, ce ne sera plus possible d'avoir les terres aussi productives qu'aujourd'hui. Il y a vraiment une désertification, une aridification là, qui se produit à travers le monde et donc qui fait que les terres agricoles deviennent ou vont devenir dans les prochaines décennies de plus en plus rares et donc de plus en plus précieuses. Et ça alimente ces deux phénomènes-là, une forme de spéculation sur les terres agricoles. On se transporte ici au Québec. Le Québec est une région dans le monde, il y a très peu de régions dans le monde qui vont se retrouver en situation, si on veut, favorable avec les changements climatiques. On a la chance au Québec, on sait qu'on va avoir toujours de l'eau, des précipitations abondantes, même plus abondantes qu'aujourd'hui. Et le climat se réchauffe un peu, donc pour certaines cultures, ça va être possible d'allonger la période cultivable. Et donc, nos terres agricoles, il y a une très forte probabilité que nos terres agricoles fassent partie des valeurs refuges des terres agricoles dans le monde. Et dans ce contexte-là, ce qui se pose comme enjeu pour nous, c'est la question de notre souveraineté alimentaire et notre sécurité alimentaire dans le futur. Parce que si on se projette, on va dire 20 ou 25 ans en avant, quand il va y avoir des sécheresses marquées dans le monde, des situations de pénurie, le Québec est toujours en mesure de se nourrir lui-même, ou sinon, le Québec peut aussi être en mesure de nourrir une partie du reste du monde. Donc, dans le fond, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va toujours contrôler notre agriculture et est-ce que notre agriculture va pouvoir, en premier lieu, servir à nourrir les Québécois? Avec l'accaparement des terres auquel on assiste, on voit qu'on est en train de sortir l'agriculteur propriétaire du marché, donc la relève se fait sortir, se fait tasser du marché. On voit aussi ce qui peut se produire ou ce qui est en voie de se produire quand on a des gros joueurs financiers comme ça, c'est qu'il va y avoir une concentration de plus en plus marquée de la propriété des terres.
Donc, s'il y a seulement quelques joueurs au Québec qui possèdent, je ne sais pas, moi, 30 ou 40 des terres dans 25 ou dans 30 ans, c'est plus du tout la même dynamique d'avoir une variété, une diversité de propriétaires. De ça découle une perte de contrôle de notre agriculture et éventuellement une perte aussi de diversité de nos cultures parce que c'est évident que dans un modèle où il y a des grands groupes financiers qui possèdent les terres et qui sont dans des co-entreprises avec des agriculteurs, ce qui détermine qu'est-ce qui est cultivé ne va pas être lié nécessairement à la tradition, à l'entreprise familiale ou au fait de nourrir en priorité des Québécois, des Québécoises, ou même si on veut faire de l'agriculture biologique, est-ce que ça va être possible de le faire si les rendements sont un petit peu moins élevés? Quand on négocie avec sa co-entreprise puis avec les intérêts financiers qui possèdent notre terre, quand on est obligé de négocier ce qu'on fait, c'est très, très différent de quand on peut nous-mêmes décider qu'est-ce qu'on fait sur notre terre. Et donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une forme d'uniformisation. Et peut-être éventuellement une perte de capacité aussi de nous nourrir nous-mêmes. Donc, si je reviens, si on se projette en 2035, le risque avec un modèle comme celui-là, c'est que peu à peu, le modèle de l'agriculture, de la ferme familiale québécoise, qui a été celui qu'on a connu depuis très longtemps, disparaisse au profit d'une ferme qui appartiendrait finalement à une terre qui appartient à des intérêts financiers, qui est cultivée par des agriculteurs qui sont locataires mais même dans le fond, qui sont à peine majoritaires dans leur co-entreprise. Et donc, dans le fond, on perd un modèle et on perd une forme de diversité de culture qu'on peut avoir. Et j'ai écrit en gros sur ma feuille, c'est comme une forme de dépossession de notre agriculture quand, peu à peu, on vient concurrencer et spéculer sur nos terres agricoles. Puis, il y a une forme de contamination, si on veut. Les marchés financiers cherchent à avoir des rendements stables parce que dans les marchés financiers, il y a eu beaucoup, beaucoup de spéculation. Il y a eu des crashs boursiers. Mais quand on applique la logique financière puis on l'applique dans un endroit où ça devait être c'est stable, cette stabilité-là, on va la perdre parce qu'on crée la bulle spéculative. Et la bulle spéculative qu'on crée va faire en sorte justement qu'il va y avoir un emballement des prix des terres qu'on voit déjà se produire, qui est problématique et qui va essentiellement, comme je vous disais, sortir nos agriculteurs propriétaires du marché et remplacer tout ça par une agriculture qui va être une agriculture essentiellement tournée vers les milieux financiers puis les marchés. Donc, pour ces raisons-là, nous, on pense à la Fondation que dans le contexte du changement climatique, le Québec devrait agir pour s'assurer de maintenir son modèle d'agriculture et la diversité des productions et la diversité des propriétaires, de maintenir, si on veut, notre écosystème d'agriculture au Québec, plutôt que de créer une forme de monoculture financière où il y aurait quelques joueurs qui contrôleraient la grande majorité de l'agriculture au Québec. Et c'est le modèle dans lequel on s'en va si on laisse aller des Pangea et autres pendant 25 ans. Merci, M. Mirand. En conclusion, M. Drouin. Oui, alors, tout d'abord, merci à Jean-Luc Laplante pour son témoignage, parce que c'est pas facile pour lui de venir exposer sa situation. Puis c'est un peu le drame aussi, parce qu'il y a peu de producteurs qui vont prendre la parole pour dire ben moi, je me suis fait tasser par Pangea ou un autre investisseur. Donc, j'espère que ce que Jean-Luc a fait ce matin va donner le courage et la force à d'autres producteurs de dénoncer cette situation-là si ça leur arrive. Puis, on sera là pour les accompagner dans ce témoignage-là. À mentionner que lorsque Pangea dit « nous aussi, on développe le modèle familial », la ferme de Jean-Luc Laplante, son frère et son père, c'est la 5e ou 6e génération. Alors, c'est pas... moi, je comprends pas lorsque j'entends M. Serrois hier dire, nous autres, non, nous, c'est le fondement de notre développement, c'est la ferme familiale. Alors qu'ils s'attaquent principalement à ce type d'entreprise-là pour, eux, prendre de l'expansion. Moi, je qualifie ce type de développement-là de capitalisme sauvage. On arrive avec des fonds importants. Pangea, selon l'information qu'on a, c'est 100 millions qu'ils ont à leur disposition pour acheter des terres au Québec. Alors, c'est sûr que lorsqu'on nous dit « non, nous, on ne réenchérit pas sur la valeur du marché », c'est absolument faux. Ils ont eux-mêmes, en se présentant dans un marché,
crée une pression. Les producteurs qui louent des terres ont peur de perdre leurs terres. Les taux de location augmentent. Le prix des terres, inévitablement, augmente avant même que Pangea commence à faire des offres. Alors, ils créent l'inflation sur le marché et c'est avec ça qu'ils nourrissent la machine. Je trouve inacceptable, vraiment inacceptable. Puis ça, je pense que la population doit s'offusquer de ça, que la Caisse de dépôt et que le Fonds de solidarité de la FTQ mettent l'argent des Québécois à la disponibilité, à la disposition d'investisseurs privés qui pratiquent ce type de développement-là. Je trouve ça inacceptable. Et lorsque j'entends que c'est un nouveau modèle, c'est pas un nouveau modèle. Le système seigneurial et féodal existait et on s'en est sorti. Il y a quelques générations, là, il n'y a aucun citoyen qui était propriétaire de sa terre. On vivait tous sur la terre de quelqu'un d'autre. On a aboli ce système-là, puis on a favorisé la propriété privée, puis on a favorisé que les gens deviennent des entrepreneurs. On est en train de revenir à un vieux système qu'on a tous combattu, surtout les syndicats. Moi, j'en appelle aussi au gouvernement. Lorsqu'on était en commission parlementaire, on avait suggéré une pause au niveau des transactions. On a dit, limitons l'accès aux terres à 100 hectares par année par acheteur pendant 3 ans. Et faisons une analyse de la situation, puis vers où on veut s'en aller, puis comment on veut supporter notre relève. De la relève, il y en a au Québec. Il n'en manque pas. Les écoles d'agriculture sont pleines d'étudiants. Il y a de la relève en agriculture. Ce qu'il n'y a pas, c'est du capital patient pour accompagner la relève. C'est ça qui manque au Québec. La financière agricole n'est pas capable de rivaliser avec Pangea, et la financière agricole est là justement pour soutenir le développement de l'agriculture. Encore une fois, je vous remercie d'avoir été présent ce matin. Je pense que le message que je voulais livrer est complet. Il faut que la Caisse de dépôt et le Fonds de solidarité se retirent de Pangea et il faut que l'État assure que la jeune génération, la relève agricole, comme les générations précédentes, vont avoir accès aux terres agricoles. Si la location était si intéressante pour le développement de l'agriculture, pourquoi Pangea ne loue-t-il pas des terres plutôt que les acheter? Je pense qu'en posant cette question-là, ça vous dit exactement où est l'intérêt de Pangea. Merci beaucoup. On serait rendu à la période de questions-réponses. Madame Lévesque. Bien, ça, c'est le modèle des fermes familiales prévaut partout au Canada. Le Financement agricole Canada avait fait une étude à ce sujet-là, puis plus de 90% des fermes au Canada sont des fermes familiales. Dans les provinces où on a laissé aller les fonds d'investissement, par exemple, comme la Saskatchewan, le gouvernement de la Saskatchewan, qui n'est pas le gouvernement le plus à gauche au Canada, là, vient de prendre des mesures pour empêcher les fonds d'investissement d'acheter des terres et pour empêcher les administrateurs de fonds d'investissement d'acheter des terres. Parce qu'eux aussi se rendaient compte que développer des terres développer une entreprise agricole sur des terres louées, c'est très fragile. Parce que le propriétaire peut décider demain matin, non, c'est pas à toi que je loue, c'est à l'autre. Lui, ça vient d'y arriver, là. Ou moi, je reprends possession de cette terre-là pour d'autres usages. Alors, on ne peut pas développer ou assurer la pérennité des terres, des fermes agricoles sur des terres louées. Alors, c'est là que même la Saskatchewan est intervenue. Et dans le marché immobilier, actuellement, on est en train de mettre des taxes pour, justement, sortir les acheteurs étrangers du secteur immobilier pour assurer que les citoyens et les jeunes vont continuer d'avoir accès à l'achat d'une maison, ce qui est déjà très difficile. Donc, la financiarisation de notre économie, de nos actifs, là, va priver les citoyens de l'accès à la propriété si on y met pas, si on ne l'encadre pas. Et nous, on demande un encadrement. Qu'est-ce que vous pensez
Oui. Ben, en fait, cette formule-là est peut-être un outil parmi d'autres. Puis on discute avec eux depuis plusieurs mois. Je tiens à préciser tout de suite que l'UPA n'est pas un investisseur dans le projet de Fonds d'action. Fonds d'action, son projet a une dimension sociale et c'est d'abord de permettre à des jeunes producteurs qui n'ont pas de capitaux de pouvoir, à terme, devenir propriétaires de leurs entreprises dans du cofinancement qui s'appuie sur la rentabilité agricole. Et justement, avec l'augmentation de la valeur des terres, le projet est dur à réaliser. Je vous mens pas, là. C'est tout un défi pour Fonds d'action d'arriver à faire ça. Mais ils ont une dimension sociale à l'action qu'ils sont en train d'analyser. C'est ça. Ben, à la limite, si c'était, mettons, un de mes voisins qui avait payé la terre vraiment plus cher que la valeur agronomique, je me dis qu'à un moment donné, il y a la même capacité de payer que moi parce qu'il vend les récoltes au même prix que moi. Puis, à un moment donné, s'il en paye une à gros prix, ils n'achèteront pas tout à gros prix. À un moment donné, son modèle ne suivra pas. Fait qu'à un moment donné, mettons que mon voisin, il a payé vraiment plus cher, puis il ne fait pas ses frais. À un moment donné, il n'achètera pas tout de cette manière-là. Au moins, ça va me laisser la place pour une prochaine. Sauf que Pangea, je pense pas que ça s'arrête à juste ma terre qui est voisine chez nous. M. Parazelli. En fait, nous, ce qu'on suggérait, c'est à travers la loi sur la protection des terres agricoles, de limiter à 100 hectares par année l'acquisition qu'un producteur ou qu'un acheteur peut faire de superficie de terre agricole. Et à 100 hectares par année, là, M. Laplante, ici, ça ne limiterait pas. Ça ne limiterait pas les producteurs de métier, parce qu'au prix que ça coûte, 100 hectares par année, là, on ne peut pas se permettre plus que ça. Mais par contre, ça limiterait l'intrusion des fonds d'investissement dans ce marché-là. Alors, eux aussi seraient limités à 100 hectares par année. Et ça, on avait dit, nous, c'est pas nécessairement une règle qui doit être perpétuelle, mais si on la mettait en place pour 3 ans, puis qu'on créait un groupe de travail qui aurait à analyser l'avenir du développement de notre agriculture et la pérennité de nos entreprises agricoles, ça aurait donné le temps de réfléchir et de bien analyser la situation pour peut-être proposer une autre solution que celle-là, mais une solution qui assure l'accès aux jeunes aux terres agricoles, qui permet l'accès à du crédit patient. Peut-être c'est un rôle de la financière agricole d'offrir du crédit patient. Mais tout ça, on n'a pas le temps de l'analyser là, parce qu'on laisse aller ce type de développement-là. Pendant ce temps-là, lui, M. Laplante, ne peut pas se développer. D'autres vont vendre leur entreprise. Et c'est déstructurant pour le milieu rural. Faites-moi confiance. Je suis une personne, puis je vous garantis que je n'achèterai pas plus que je vous dis même pas combien. On ne fait pas les politiques publiques en fonction de la bonne ou de la mauvaise volonté d'une personne ou d'une autre. Si M. Sirois, lui, a eu une idée avec Pangea, on ne peut pas se fier uniquement sur sa bonne foi. Le rôle de l'État, c'est d'orienter l'ensemble de l'agriculture au Québec. Alors, si M. Sirois tient parole, bon, merveilleux, mais peut-être qu'il arrivera une deuxième ou une troisième personne après qui va avoir la même idée. Ou peut-être que M. Sirois va se rendre compte que c'est beaucoup plus intéressant qu'il l'avait pensé, puis il va dire « j'ai changé d'idée ». L'idée, c'est de fixer des règles qui assurent une équité entre la relève des agriculteurs qui veulent être propriétaires et des fonds d'investissement qui sont là uniquement pour alimenter la spéculation. Je pense qu'on l'a démontré. Et
Et le gouvernement ne peut pas dire on n'a pas de moyens. Le gouvernement a des moyens, peut intervenir pour protéger une forme, un modèle d'agriculture au Québec qui nous sert bien et qui est, et l'essence de mon message, c'était nos terres agricoles, dans le contexte des changements climatiques qui vont se dérouler dans le siècle présent, ça vaut de l'or. Il y a des gens peut-être qui l'ont compris. Il faudrait peut-être que le gouvernement du Québec, lui aussi, le comprenne et protège ces terres-là pour qu'on puisse continuer d'occuper la terre et d'avoir une agriculture ici qui puisse nourrir aussi les gens d'ici, pas seulement nourrir les rendements spéculatifs des fonds financiers. Monsieur Ménard. Bien, c'est sûr que d'investir dans le milieu agricole, il y a du bon. Mais de devenir omniprésent et d'être le seul à contrôler le milieu agricole, je ne pense pas que c'est bon pour la société. Puis c'est un peu ça que M. Méran expliquait, là. Si Pangea veut construire une usine pour transformer le soya, peut-être que les producteurs pourraient, eux, produire le soya. Il n'est pas obligé à la fois de posséder les terres, de faire produire le soya pour ses propres intérêts, d'avoir l'usine qui va produire du soya. Tu sais, à un moment donné, la filière économique peut être composée de plusieurs partenaires. Là, il n'y a plus de partenaires dans cette filière économique-là. Alors, quand je dis c'est déstructurant, à la limite, le modèle de M. Serrois, appuyé maintenant par le Fonds de solidarité et la Caisse de dépôt, à la limite, là, il pourrait y avoir personne qui vive dans cette région-là pendant 6 mois par année, là, parce qu'il se consacre uniquement sur la culture de céréales et le travail se fait de mai à octobre dans ces régions-là. Ouais, elle me dit septembre, là, oui, c'est ça. Alors, il pourrait y avoir quelqu'un qui serait sur place uniquement, une équipe de travail, qui serait sur place uniquement pendant cette période-là. Et là, il n'y a plus de familles qui envoient leurs enfants à l'école. Il n'y a plus... L'autre élément, c'est les fournisseurs. Pangea, hier, on entend que nous, on regroupe les achats. Bien, M. Laplante, quand il achète ses fournitures, là, il achète localement, il achète dans sa coopérative locale, il fait tourner l'économie locale. Pangea, quand il achète, il regroupe actuellement, c'est un fournisseur dans le coin de Mirabel qui fournit Pangea pour l'ensemble de ses achats, ou presque, fertilisants et autres. Alors, toute l'économie locale ou régionale n'est pas une préoccupation pour M. Serrois. Alors, quand je dis que ça déstructure les communautés, bien, c'est ça que ça fait. Et quand vous dites qu'il y en aura seulement 20, bien, dans 20, là, sur le périmètre que ça prend pour accumuler 1000 hectares, là, bien, ça fait quand même des superficies importantes. Et ça a des impacts au-delà de ça. Parce qu'à un moment donné, comme Charles Félix l'expliquait, les producteurs sont obligés, s'ils veulent rester en affaires, d'augmenter leur offre, de s'endetter davantage. Ça favorise, ça crée de l'endettement non productif sur les fermes autour qui, eux, tentent de résister le plus longtemps possible. Parce que lorsque ça fait 5 ou 6 générations que tu es là, bien, tu as une forte résilience, puis avant d'abandonner, tu vas aller jusqu'au bout. C'est ça que ça provoque également. Alors, c'est ça ce matin qu'on dit. Lorsqu'on dit que la Caisse embarque dans ce modèle-là, elle n'a vraiment pas jugé les dommages collatéraux que ça provoque, puis on est un peu omnibulé par le discours du nouveau modèle agricole. Ce n'est pas un nouveau modèle agricole, encore une fois. C'est un modèle agricole duquel on s'est sorti, puis dans lequel on veut nous remettre. C'est pas ça que l'UPA envisage pour ses membres. M. Saint-Louis. Oui. Oui. C'est ça. OK. Ils doivent en acheter eux-mêmes dans leur poche, mais je veux dire, quand ils vont voir les autres producteurs, ce qui demeure propriétaire de leur terre. En fait, le producteur
a 150 heures, 200 heures, 300 heures peut-être. Parlons en hectares. Il y a 100 hectares. Lui, il va mettre son 100 hectares dans le groupe Pangea. Et il va demeurer propriétaire de ce 100 hectares. Après ça, il va opérer pour Pangea. Il va faire les travaux pour Pangea sur les 900 hectares qui appartiennent à Pangea. Mais ce producteur-là, comme on l'a expliqué, par le rendement agricole et les coûts de pratiquer l'agriculture, à 29 $ de rendement à l'hectare, lui, son 100 hectares va y rapporter 29 $ de rendement. Mais de ça, il faut que tu il y a des frais d'opération, il y a des frais une fois tous les frais payés. Alors, lui, il y a 51 des frais d'opération qui sont des coûts dans l'entreprise. Il n'y a pas de revenus dans l'opération. Il y a des coûts, mais il va avoir un salaire pour travailler. Alors, lui, le producteur ne devient pas quelqu'un qui, à terme, pourrait devenir propriétaire du 1000 hectares. Le mieux qu'il peut espérer, oui, il pratique son métier sur de plus grandes superficies, mais sa situation économique à ce producteur-là risque peu ou pas de s'améliorer. C'est ça qu'on c'est ça. Alors peut-être, Charles, tu peux ajouter. Je répète, on est toujours un peu devant ce questionnement-là du modèle versus le modèle. Mais dans le fond, la démonstration qu'on fait, c'est que produire 1000 hectares en petites céréales, à Kamouraska, au lac Saint-Jean, c'est pas rentable sur le plan économique. Monsieur, tu l'as dit tantôt, lui, il achète la terre parce que c'est intéressant, parce que je peux agrandir mon étable, je peux produire plus de lait, je peux produire plus de l'œuf. Le modèle économique en soi, il n'est pas rentable. Donc, le danger du jeune qui embarque dans la SOA, qui met ses terres à la disposition de la SOA, c'est qu'après 15 ans, Pangea arrive, lui demande, tu devrais réinjecter 100, 200, 300 000 dans la SOA parce qu'il faudrait renouveler la flotte de machinerie. Mais l'entreprise de la SOA n'aura jamais généré l'amortissement, les revenus nécessaires pour que dans 10-15 ans, ils soient capables d'injecter l'argent pour renouveler la machinerie. Et c'est là que Pangea, nous on ne le sait pas, on ne sera pas là nécessairement dans 15 ans, mais le risque, c'est déjà arrivé dans d'autres secteurs où il y a de l'intégration. Le risque, c'est que tu dis, tu n'as pas l'argent pour mettre, pas de problème, on va te prêter de l'argent sur tes terres. Et éventuellement, il peut perdre ses terres. Le jeune qui a mis ses terres dans Pangea. Puis, on n'a pas le détail des contrats, mais ce qu'on entend dire, c'est qu'il ne peut pas automatiquement dire dans 5 ans, moi je me retire de la SOA, je repars avec mes terres de mon bar. Il y a des clauses shotgun où il est obligé d'offrir ses terres, c'est ce qu'on a entendu, mais on n'a pas la preuve, on n'a pas le détail des contrats, puis monsieur Sylvain ne veut pas mettre le contrat ou les contrats sur la table. Monsieur Saint-Louis. Monsieur Grosjean, je veux revenir à la question des solutions. Est-ce que vous demandez un moratoire? Non, en fait, pas vraiment un moratoire, un encadrement. Parce qu'on ne dit pas qu'il faut que les terres arrêtent de se vendre. Il faut que le marché des terres continue d'opérer, mais dans un contexte qui est adapté à la capacité des producteurs agricoles d'opérer dans ce marché-là. Alors actuellement, parce qu'on parle de Pangea, mais il y a 10 sociétés qui ont acheté pour plus de 23 000 hectares depuis 2009. Donc il y a déjà un phénomène, il n'y a pas seulement que Pangea dans le marché. Pangea arrive avec un modèle de production agricole associé au phénomène d'accaparement. Les autres acheteurs vont acheter puis vont louer les terres aux producteurs. À la rigueur, c'est moins désorganisant pour le milieu. Parce que, par exemple, si quelqu'un avait acheté la terre que M. Laplante convoitait, mais qui avait offert à M. Laplante, à travers un contrat de location, de continuer de l'exploiter, bien, à la rigueur, probablement qu'il ne serait pas ici ce matin. Mais comme ce n'est pas le modèle, et l'autre chose que je dirais du modèle économique Pangea, lorsque tu achètes des terres dans un secteur donné, un périmètre d'à peu près 20 km, puis tu as un morceau ici, tu as un morceau là, tu as un morceau là pour constituer ton 1000 hectares, l'efficacité des opérations dans un modèle comme ça est grandement questionnable également, parce que tu passes beaucoup de temps à transporter tes équipements, à transporter tes récoltes, à transporter les fertilisants. C'est très compliqué. C'est pour ça que les producteurs, habituellement, cherchent toujours à acheter des terres voisines de leurs terres pour faciliter la gestion du travail sur l'ensemble de leurs exploitations. Ils sont toujours prêts à payer plus cher pour la terre qui est voisine que pour la terre qui est à 20 km de leur entreprise. Mais au prix où ils payent les terres, bloc par bloc,
à 20 km les unes des autres créer une SOA. Juste ce volet-là, comme producteur agricole, moi qui sais ce que ça coûte, les déplacements là, en tracteur et autres, ça risque de... Il ne peut pas être plus performant que les producteurs déjà existants qui, eux, n'arrivent pas à rentabiliser au-delà de 29-30 $ l'hectare la production de céréales que lui veut produire. Alors, la Caisse et le Fonds de solidarité se sont fait un peu berner, selon moi, dans cet investissement-là. Je le dis aussi clairement que ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, monsieur. J'avais vos suggestions pour modifier l'économie ou l'offre, les blocs de 100 acres. Mais la financiarisation de l'économie, on ne réglera pas ça aujourd'hui. Si ce n'est pas Pangea, ça va être un autre acteur. Si ce n'est pas la Caisse, le fonds dans Pangea, ça va être d'autres. C'est déjà mieux que le Fonds souverain de Singapour qui vient dans Pangea aujourd'hui. Donc, est-ce que vous avez déjà des solutions à long terme pour régler ces enjeux-là, outre le morcellement du maximum qui peut être acheté par les investisseurs? En fait, ça fait longtemps que le Québec est soucieux de la protection de ses terres agricoles. Dans les années 70-80, on a adopté la loi de protection des terres agricoles pour empêcher un développement non planifié autour des villes, par exemple. On a voulu protéger les terres agricoles, nous, au Québec, dès les années 80. On a ajouté à ça une loi pour empêcher l'acquisition par des étrangers des terres agricoles au Québec. D'autres provinces en ont, d'autres pays en ont. Là, il faut ajouter un autre outil aux lois qu'on a pour protéger nos terres agricoles. C'est contre les fonds d'investissement qui, eux, vont favoriser la financiarisation de ce secteur-là. Alors, moi, je pense que les outils, ce qu'on propose sur 3 ans, peut-être qu'on va se rendre compte que c'est une bonne façon, justement, à la fois d'empêcher l'intrusion de fonds étrangers, parce que pour eux, acheter 100 hectares par année, ça ne devient pas intéressant non plus. Ça devient moins intéressant pour les fonds d'investissement. Et on recrée un marché entre producteurs agricoles. Les prix l'inflation va ralentir nécessairement et on va avoir besoin de moins de capital patient pour favoriser l'accès à la relève aux terres agricoles. Alors, c'est pas très compliqué comme modèle. C'est pas une loi compliquée à modifier. C'est pas quelque chose qui est difficile à suivre. Nous, on trouve que c'est une solution qui est applicable. Maintenant, pour la financiarisation dans le reste de l'économie, là, vous soulevez une question qui dépasse nos compétences. Bon, ça va mettre fin. Juste pour vous dire, il y a une loi qui protège, un étranger ne peut pas venir acheter une terre agricole au Québec. Il y a une loi qui protège l'acquisition des terres par des non-résidents. Par contre, il n'y a rien qui empêche un fonds comme Pangea de vendre 49 % de ses actions à des fonds étrangers. Il n'y a rien dans la loi présentement qui protège ça. Donc, il y a ce risque-là aussi qu'on se fasse déposséder au niveau là, de la propriété des terres, les Québécois. Ça met fin à la période des questions. Les intervenants vont demeurer sur place pour un bout de temps pour les emplois individuels. Merci.